Un grand bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui d'étudier la scène 4 de l'acte 1 du Cid de Corneille. Don Diègue vient de perdre son duel avec Don Gomez. Il décide de demander à son fils Rodrigue de le venger. Le Cid, c'est une pièce pleine d'énergie et de rebondissements. Vous pouvez l'étudier dans le cadre d'une séquence sur la découverte du théâtre. Vous pouvez aussi la voir si vous étudiez le théâtre et sa représentation. Le Cid, c'est aussi une tragicomédie. On y retrouve des ressorts de la tragédie, mais aussi d'autres émotions très diverses. Certains passages sont épiques, d'autres sont proches de l'esthétique baroque. Le Cid a d'ailleurs provoqué une violente controverse, car il n'obéit pas aux règles du théâtre classique. L'unité d'action, l'unité de temps et l'unité de lieu ne sont pas respectées. C'est donc une œuvre inclassable, mais c'est une œuvre qui permet de bien entrer dans les questions que le théâtre posait en ce début de XVIIe siècle. Dans notre passage, Don Diègue se retrouve seul après avoir été battu par Don Gomez, le comte de Gormas, on l'appelle aussi simplement le comte. Donc on a un monologue qui permet au spectateur de voir le déroulement des pensées de Don Diègue. Malgré son expérience, son bras lui a fait défaut. Il est trop âgé désormais pour se défendre seul, il fera donc appel à son fils Rodrigue pour le venger de Don Gomez. Mais dans les scènes précédentes, nous avons appris que Rodrigue est fiancé à Chimène, et Chimène c'est la fille de Don Gomez. Cette scène est donc centrale dans la mise en place de l'intrigue. Mécaniquement, par une série de causes et de conséquences, Rodrigue sera amené à combattre le père de Chimène, le père de sa fiancée, et à le tuer. Ma problématique: comment ce monologue spectaculaire met-il en place l'intrigue de la pièce de manière logique et implacable? Nous allons faire un commentaire linéaire, donc nous n'allons pas suivre un plan précis. Cependant, voici quelques axes que vous pourriez utiliser pour réaliser un commentaire composé. Le monologue émouvant d'un homme trahi par le poids de son âge, des procédés qui mettent en relief les questions d'honneur, ou encore le déroulement d'une logique implacable qui prépare la suite de la pièce. Allez, c'est parti maintenant pour l'analyse. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Alors, la tirade commence avec 3 apostrophes. Don Diègue s'adresse à 3 éléments abstraits qui en deviennent presque des allégories: sa rage, son désespoir, sa vieillesse. Le mot ennemi est très fort, car finalement, ce n'est plus Don Gomez l'adversaire. Don Diègue accuse son propre corps qui lui fait défaut. Le thème de la vieillesse est ce qui va le conduire à voir dans son jeune fils la réponse à son humiliation. Dès le premier vers, ce sont déjà là aussi 3 exclamations qui dénotent une émotion forte. On peut imaginer un jeu d'acteurs qui fait évoluer le ton de sa voix, le volume sonore, etc. D'autant que les 3 mots sont organisés dans une gradation qui a un sens. La rage montre une certaine combativité, alors que le désespoir, c'est la perte de cette volonté de se battre, et le 3e élément, la vieillesse, c'est encore pire, c'est l'incapacité de se battre. En plus, les 3 éléments de ce vers sont allongés au fur et à mesure. Ô rage, 2 pieds, ô désespoir, 4 pieds, ô vieillesse ennemie, 6 pieds. Don Diègue laisse traîner de plus en plus ses propos à mesure qu'il perd en combativité. Ces 2 vers constituent une question rhétorique. Ai-je donc vécu toute ma vie pour en être réduit aujourd'hui à cette humiliation d'être trop âgé pour me défendre? Comme toute question rhétorique, il y a une réponse attendue. Mais c'est là que ça devient intéressant. La réponse non, qu'il aimerait entendre, est contredite par la réalité de sa faiblesse, visible sur scène. Cela met en relief tout l'écart entre la respectabilité du personnage et le déshonneur qui le frappe. On a un premier jeu d'opposition ici. Temps vécu s'oppose à infamie. Sa vieillesse, qui devrait lui apporter justement de l'honneur et du respect, au contraire le plonge dans l'infamie, c'est-à-dire le déshonneur. Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Le jeu d'opposition que nous venons de voir est développé dans ces 2 vers. Le mot blanchi évoque la vieillesse, c'est la blancheur des cheveux. Mais c'est aussi la blancheur de l'honneur. Il a prouvé qu'il est sans peur et sans reproche, donc sans tache. Les 2 éléments, vieillesse et honneur, vont toujours ensemble. Mais le fait de mettre la vieillesse comme seule responsable de sa défaite, c'est mettre l'accent sur quelque chose d'inéluctable. Ça ne sert à rien de s'opposer au passage du temps. Don Diègue est fatalement amené à perdre sa force. On retrouve là le thème de la fatalité qui est typique de la tragédie. Une autre opposition qui se révèle ici, un jour, s'oppose à tant de lauriers. Le déshonneur est arrivé d'un coup, alors que l'honneur a été accumulé pendant des années. Les lauriers, c'est une métonymie. En effet, la couronne de laurier désigne en fait la gloire des exploits militaires. Ces 2 vers, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers, ces 2 vers constituent encore une question rhétorique. Et l'envie de répondre « non, c'est pas possible » s'oppose au constat. Et pourtant, c'est arrivé.
Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois affermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Mon bras revient 2 fois en début de vers, ce qui crée un effet de rythme. C'est ce qu'on appelle une anaphore rhétorique. Cette syntaxe insiste sur son bras qu'il considère comme le responsable de sa défaite. Mon bras, c'est encore ici une métonymie, car en fait cela désigne autre chose qui est liée, sa vaillance, sa force physique. C'est donc à mettre en parallèle avec la vieillesse et avec Blanchi. Sa force physique a décliné, il accuse alors son propre corps qui n'obéit plus à sa volonté. Le bras est sujet de 2 verbes, trahis donc ma querelle et ne fais rien pour moi. Est-ce que vous voyez comment ces verbes vont contribuer à personnifier le bras? Cela illustre l'opposition entre sa volonté et son corps. Avec cette phrase, on dirait que le bras a une volonté propre. Tant de fois est aussi une expression qui revient plusieurs fois. C'est encore une anaphore rhétorique. Pourquoi insiste-t-il autant sur ce point? C'est là que réside l'absurdité de ce qui lui arrive. Comment dire? En effet, son bras l'a beaucoup soutenu et devrait donc contribuer à le soutenir. Et pourtant, c'est justement pour ça qu'il est aujourd'hui vieux et fatigué. À la suite des 3 exclamations du premier vers, au rage, au désespoir, au vieillesse ennemie, nous avons 3 questions rhétoriques. N'ai-je donc tant vécu? Ne suis-je blanchi? Trahis donc ma querelle. Ce rythme ternaire, cette absence de phrases simplement déclaratives, tout cela contribue à montrer la densité des émotions. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacé, nouvelle dignité, fatale à mon bonheur, précipice élevé d'où tombe mon honneur. Après les questions rhétoriques, on retourne aux phrases exclamatives. Chaque phrase constitue un vers entier, ce qui crée un rythme soutenu. Les apostrophes, c'est facile à repérer. Elles sont signalées par l'interjection « ô » avec l'accent circonflexe. Au début, Don Diego s'adressait à sa faiblesse présente. Maintenant, il s'adresse au souvenir de sa gloire passée. On va avoir tout un jeu pour opposer le passé et le présent. La rime, passé effacé par exemple, est une rime signifiante qui renforce ce contraste. Œuvre de tant de jours en un jour effacé. Dans ce vers, le mot jour sert de pivot. On le trouve pile à l'hémistiche, œuvre de tant de jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire au milieu de l'alexandrin. Le pluriel, tant de jours, s'oppose au singulier un jour. Don Diego ressasse la disproportion entre l'honneur accumulé et le déshonneur qui est très soudain. Nouvelle dignité fatale à mon bonheur. Ce vers est difficile à comprendre. La nouvelle dignité lui fait perdre son honneur. Cette phrase fait ressortir l'absurdité révoltante de la situation. La nouvelle dignité désigne en fait plusieurs choses. C'est le souvenir des exploits, mais c'est aussi la reconnaissance du roi qui lui a donné le rang de gouverneur du prince. Or, c'est justement pour cela qu'il a eu son duel avec Don Gomez et sa défaite. On comprend donc que tout est parti de cette décision du roi de le faire gouverneur du prince. Précipice élevé. Là, c'est une métaphore. On a l'image d'une falaise qui met en perspective cette absurdité de façon encore plus cruelle. En effet, la chute est d'autant plus grande que les victoires passées furent importantes. Il y a un jeu sur le double sens du mot « élevé », à la fois en hauteur et en honneur. Enfin, on a une rime signifiante entre honneur et bonheur. Pour Don Diego, les deux sont liés. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte? Comte, sois de mon prince à présent gouverneur, ce haut rang n'admet point un homme sans honneur, et ton jaloux orgueil par cet affront insigne, malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne. Alors je récapitule, on a eu 3 exclamations, ensuite 3 questions rhétoriques, ensuite 4 exclamations, et voici maintenant une dernière question rhétorique, qui en vaut facilement 2 d'ailleurs. Faut-il mourir sans vengeance? Faut-il vivre dans la honte? Voyez comment les 2 mots, vivre et mourir, sont présentés comme les 2 faces d'une même pièce. L'une comme l'autre sont incapables de laver son déshonneur. C'est justement ce constat d'impuissance qui l'oblige à prendre une décision. On voit se dérouler sous nos yeux la logique du raisonnement de Don Diego. Comme son honneur lui a été enlevé par le comte de Gormas, le père de Chimène, alors c'est lui désormais qui mérite le rang de gouverneur. Le spectateur peut cependant percevoir ce qui ne va pas dans cette logique. En effet, en disant cela, Don Diego s'oppose à la décision du roi, malgré le choix du roi. Cela prépare le dénouement de la pièce. En effet, les décisions du roi seront plus importantes que la victoire ou la défaite d'un duel. Aveuglé par son humiliation, Don Diego ne parvient pas à voir ici que Don Gomez a commis une faute grave en le provoquant en duel. En effet, en le provoquant en duel, Don Gomez a remis en cause la décision du roi. Dans ce passage, Don Diego s'adresse directement au comte qui est absent de la scène. Comte, sois de mon prince à présent gouverneur. Vous voyez que
Eh bien, dans ce monologue, on a en fait plein de destinataires différents, la rage, le désespoir, ensuite le souvenir de sa gloire passée, et maintenant le conte. Et quel est le point commun entre tous ces éléments? Eh bien, ce sont des ennemis, des adversaires. Contrairement à ce qu'on peut croire, le monologue au théâtre, eh bien, ce n'est pas toujours un personnage qui se parle à lui-même. Parfois, il parle à des destinataires absents ou allégoriques. Et toi, de mes exploits glorieux instruments, mais d'un corps tout de glace inutile ornement, fer, jadis tant à craindre et qui, dans cette offense, m'a servi de parade et non pas de défense. Maintenant, Don Diègue se tourne encore vers un autre interlocuteur. Il s'adresse désormais à son épée, qu'il appelle son fer. Pourquoi utiliser ce mot et pourquoi ne pas dire tout simplement épée? Le mot fer est fortement mis en valeur. D'abord, il est mis en tête de vers, devant une virgule qui le sépare du reste. Ensuite, il n'arrive qu'après 2 vers où l'on parle déjà de lui. Toit, instrument, ornement, fer. Le spectateur est obligé de deviner de quoi il parle avant que ne soit prononcé le mot fer. C'est ce qu'on appelle une cataphore. Utiliser le mot fer pour désigner une épée, c'est un parfait exemple de métonymie, une partie qui désigne le tout. Cela permet de faire ressortir des éléments importants. Le fer représente la solidité de l'épée, justement ce qui fait défaut à son bras. Le mot fer évoque aussi par homophonie le verbe faire. Cela annonce qu'à la fin du monologue, on va enfin faire quelque chose, on va faire repartir l'action. Don Diègue va prendre une décision importante. Il transmet son épée à son fils Rodrigue, plus jeune, qui pourra défendre et venger son père. Plusieurs effets permettent de montrer l'opposition entre le fer qui est solide et le corps qui est devenu faible. Le glorieux instrument est mis en valeur par la diérèse, le ri, glorieux instrument. Donc le ri est prononcé et compte pour un pied. Le lien d'opposition, mais, fait ressortir l'image du corps tout de glace, mais d'un corps tout de glace inutile ornement. Cette métaphore donne à voir les effets de la vieillesse sur le corps, qui est devenu de la glace, donc il a perdu sa force, sa souplesse, sa solidité. D'autres effets accentuent l'opposition entre le passé et le présent. La rime instrument, ornement joue sur l'effet de contraste. L'instrument est utile, et maintenant, l'ornement est inutile. Jadis s'oppose le démonstratif, cette offense. On peut quasiment montrer du doigt cette offense dont elle est présente. C'est un effet théâtral. Enfin, le mot parade est opposé au mot défense. M'a servi de parade et non pas de défense. En effet, Don Diègue a pu parer des coups, mais il n'a pas évité la défaite. Le mot parade est polysémique. Utilisé de façon négative, ce n'est qu'une parade militaire, un spectacle, un artifice. Cela vient renforcer le mot ornement qui est utilisé juste au-dessus. Va, quitte désormais le dernier des humains, passe pour me venger en de meilleures mains. Don Diègue s'adresse toujours à son épée. Mais regardez, chaque vers commence par un verbe à l'impératif. Va, passe. On retourne enfin dans l'action. Jusqu'ici dans son monologue, Don Diègue s'adressait à ses ennemis. Maintenant, il associe son fils à son épée. Il s'adresse à des alliés. C'est un véritable retournement de situation qui va débloquer l'intrigue. Les 2 verbes forment une gradation. Le verbe aller a moins de force que le verbe passer. Le verbe passer montre bien que c'est une transmission. Le spectateur comprend alors que l'honneur et la force de Don Diègue continuent d'exister à travers son fils. On a aussi un mouvement ascendant qui vient contrebalancer le mouvement descendant du précipice qu'on a vu tout à l'heure. L'épée passe du dernier des humains à de meilleures mains. La position de dernier des humains est d'ailleurs souvent illustrée dans la mise en scène par un Don Diègue qui est à genoux ou à moitié allongé, car il a été mis à terre par le conte. Ma conclusion. Nous avons donc vu un monologue chargé d'émotions où Don Diègue s'adresse tour à tour à tout ce qui provoque son déshonneur, sa vieillesse, sa gloire passée, le conte, et enfin son épée. Il comprend alors qu'il n'a pas d'autre choix que de demander à son fils de le venger. D'ailleurs, il utilisera les mêmes mots lorsqu'il s'adressera à Don Rodrigue, et le « je » deviendra un « nous ». Va, court, vole et nous venge. Cette conclusion suit une logique implacable. Depuis 4 scènes, le spectateur assiste à une série d'événements inévitables. D'abord, le roi nomme Don Diègue gouverneur. Don Gormas est vexé de n'avoir pas été élevé à ce rang. Par conséquent, il provoque Don Diègue en duel. Comme Don Diègue est vieux et affaibli, il est battu. Il se retourne alors vers son fils Don Rodrigue pour le venger. Mais Don Rodrigue, lui, est fiancé à Chimène, la fille de Don Gormas. Et c'est là que les éléments de l'intrigue vont se nouer. Don Rodrigue, dans la scène 6, est mis face à cette question. Doit-il venger son père ou épouser Chimène? En fait, c'est un faux dilemme. Le mariage avec Chimène était déjà devenu impossible à partir du moment où la décision du roi mettait les 2 pères en conflit. La beauté de cette pièce réside dans sa mécanique parfaite. Les monologues donnent à voir au spectateur le raisonnement des personnages qui en fait réalisent qu'ils n'ont pas le choix. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux pour donner votre avis, échanger sur cette œuvre ou même sur d'autres textes.
Si vous êtes intéressé par mon travail, je vous propose de vous rendre sur mediaclass.fr. Vous y trouverez toutes mes analyses de texte en vidéo, classées par auteur, par siècle et selon les programmes de l'éducation nationale. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.